Donc voilà, donc le webinaire ici, on l'a intitulé Mettre en place un e-portfolio réflexif avec les étudiants, comment faire? Dans l'idée qu'on a vraiment essayé de sélectionner des informations qui sont centrales pour penser son dispositif de portfolio, pour l'animer, voilà, les questions importantes à se poser quand on veut concevoir, etc. Voilà, un petit mot avant de démarrer vraiment le contenu. Je rappelle ou je vous apprends que ce projet, donc toutes les actions de formation en fait qu'on peut vous proposer au sein du projet Comet, sont cofinancées par l'Union européenne. Donc voilà, merci à eux. Ça nous permet de vous proposer tout ça gratuitement. Donc c'est quand même toujours bien pour vous. D'ailleurs, on fait dans toutes les formations qu'on propose, il y a des webinaires comme celui-ci, mais on fait plein d'autres choses. Et si vous ne le savez pas, vous avez une personne relais Comet dans votre institution. Voilà, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à nous contacter. On vous apprendra qui c'est. Et donc, c'est vraiment une personne qui est comme son nom l'indique, le relais entre nous et vous. Donc, si vous avez des demandes de formation, vous avez des besoins particuliers sur des choses sur lesquelles on peut vous être utile, mais vous pouvez passer par cette personne-là. C'est aussi avec ces personnes-là qu'on décide de toutes les choses qu'on fait, notamment ce webinaire-ci. Alors, je vois qu'une personne lève la main. Je peux peut-être prendre peut-être une question avant de démarrer. Bénédicte? Mais juste pour savoir, bonjour, si nous Bonjour. aurons accès au PowerPoint pour voir si oui. on prend des notes ou pas. Oui, Merci. alors vous aurez accès au PowerPoint, vous aurez accès à l'enregistrement que je vais lancer d'ailleurs. Donc vous aurez vraiment à... Ah ben non, pardon, il a été lancé. Fait. Voilà, merci Lionel, évidemment, il y pense. Donc oui, vous aurez accès au support et à l'enregistrement du webinaire. Donc voilà. Ok, merci. Voilà. Donc coupez bien votre micro. Et Lio, tu peux peut-être couper tous les micros. C'est fait aussi. Voilà. Parfait. Super. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire, tout simplement. Ah oui, et un point aussi par rapport au fait que c'est cofinancé par l'Union européenne. Il y en a plusieurs qui ont dit dans le formulaire d'inscription que les questions posées étaient parfois un peu spéciales, voire un peu personnelles, mais malheureusement, c'est la demande du Fonds social européen qui, voilà, sur les questions, est-ce que vous êtes partie d'une minorité opprimée, par exemple, on vous demandait ce genre de choses, mais c'est parce que c'est des questions sociales qui sont transversales à tous les projets qu'ils financent. Donc voilà, c'est pour cette raison-là. Alors, allons-y vraiment dans le contenu. Donc, les 4 points que je vais aborder ici dans le webinaire sont d'abord, quelles sont les grandes caractéristiques d'un portfolio et en particulier d'un portfolio réflexif qu'on veut mener avec ses étudiants. Deuxième portfolio et en particulier de l'évaluation des compétences par le portfolio. Alors, il faut prendre l'évaluation ici dans son sens large, c'est-à-dire pas uniquement une évaluation certificative, c'est vraiment plus dans la manière d'apprécier des compétences grâce à une des nombreuses manières de concevoir un portfolio. Pardon. Ensuite, on s'attardera sur quelque chose qui semble en fait encore plus fondamental, mais que dans la suite logique, j'ai placé en 3e position, qui est de savoir le genre de processus réflexif qu'on peut attendre des étudiants, qu'on devrait attendre peut-être des étudiants avec le portfolio, parce que j'ai l'impression qu'on a parfois eu tendance, sans doute que moi aussi, à parfois exiger des étudiants qui soient réflexifs sans forcément être au clair, nous et eux, avec ce que c'est qu'être réflexif, c'est quoi la diversité des processus réflexifs qu'on peut mener. Donc, c'est intéressant de faire un point là-dessus. Et puis, on terminera évidemment par question numérique, vu que ce projet, sur les outils de portfolio numérique. Mais ça me semble d'abord une question pédagogique et puis de voir avoir un apport. Voilà un petit peu pour le plan de la soirée. J'espère que ça vous convient. Je vous invite pendant ma petite intervention à mettre des choses dans la conversation, ça vous permet d'échanger entre vous, d'étayer des choses, vraiment n'hésitez pas.
Alors, un portfolio, donc je commence à quelque chose de très, très fondamental. Initialement, le portfolio, ça ne vient pas du monde de l'éducation, ça vient plutôt du monde artistique. Ça existe toujours, hein, d'ailleurs, les books chez les mannequins, des choses comme ça, c'est cette idée. C'est vraiment les recueils des travaux artistiques les plus représentatifs de son auteur dans un porte-document. Ça, c'est l'idée de base. Quand ça a été importé en éducation, on a gardé cette idée de trace de ces travaux, de recueil des réalisations, mais à laquelle on a ajouté, dans de la plupart des portfolios, une notion d'écrit réflexif. Donc, on a à chaque fois une trace de ce que... Ouais. Merci. Donc, on a à chaque fois une trace dans le portfolio d'une réalisation de l'étudiant à laquelle on ajoute un écrit réflexif. Enfin, il y met un écrit réflexif, il revient sur ce qui s'est passé et ce que cette trace désigne. Et ça peut constituer un outil d'évaluation. Ce n'est pas toujours le cas, mais on peut en parler de cet usage-là du portfolio. Alors, on va être surtout ici dans une logique de ce qu'on va appeler un portfolio de développement professionnel, dans le sens où il consiste, le portfolio ici, à aider l'étudiant à comprendre son action, par exemple en stage, hein, ce genre de choses, hein, comprendre sa performance, comprendre sa réalisation, comprendre la situation dans laquelle il a agi, identifier ses erreurs, ses points forts, sa manière d'apprendre et des choses comme ça. Donc, il y a un lien quand même assez fort dans la manière dont on va voir le portfolio avec le métier auquel vous formez, le type d'activité à laquelle vous formez, et ce genre de choses. L'idée du portfolio de développement professionnel, c'est que d'un côté, il permet à l'étudiant, enfin en tout cas, il vise à aider l'étudiant à réguler son action, donc à être plus performant. Alors le mot performant, c'est vraiment un sens pas du tout autoritaire hein, du terme, mais de se dire vraiment qu'il atteint mieux ses objectifs, si vous voulez, ou il atteint mieux les objectifs du métier. Donc ça, c'est une chose. Mais par ailleurs, et c'est surtout dans son volet réflexif qui vise aussi le fait d'être capable d'apprendre de son action et d'être donc plus compétent, donc pas uniquement de faire mieux, d'accord, mais de savoir pourquoi on fait mieux. En tout cas, c'est pris dans ce sens-là, de savoir pourquoi on fait mieux, de savoir ce qui se passe, de comprendre les situations, de savoir quoi faire. D'accord, c'est un peu ça l'idée derrière la compétence, en tout cas dans le sens qu'on va le prendre ici. Donc l'idée là, j'ai mis conceptualiser son action, on n'est pas obligé d'utiliser ce genre de mot-là, mais vraiment cette idée, c'est pas juste de faire mieux, mais c'est vraiment de savoir ce qui se passe, de savoir faire mieux, de mettre des mots dessus. Et on part du principe que savoir faire ça, ça va permettre d'être mieux capable d'anticiper l'action, des choses comme ça. Donc un meilleur transfert, enfin, ce genre de choses. Par ailleurs, ça sert aussi très fort à développer l'identité professionnelle, c'est-à-dire pas seulement à être plus efficace, mieux atteindre ses objectifs, mais aussi à savoir le genre de professionnel qu'on veut être. D'accord. Alors, vous n'êtes pas tous en formation des enseignants, mais par exemple, en formation des enseignants, c'est une grosse question qui se pose. Hein, je ne sais pas moi, à quel point on veut être autoritaire, quelle valeur on veut adopter dans sa manière d'enseigner, ce genre de choses, quoi. Ça va? Et donc, le portfolio ici, ça va être l'idée de garder des traces de son cheminement tout au long de sa formation, voire de prolonger ça au-delà de la formation, donc dans sa carrière. Donc ça, c'est vraiment l'idée générale. Maintenant, quel outil est-ce qu'on peut se donner pour réfléchir les différentes dimensions d'un portfolio? Là, je vous en propose un premier ici, qui est un modèle qui reprend les différentes dimensions, les différentes questions, les différents aspects que va recouvrir notre portfolio. Bon. Le premier étant que on peut se poser la question où on place notre portfolio dans le continuum qui est entre strictement un portfolio d'apprentissage, strictement formatif si vous voulez, jusqu'à un portfolio qui est très très fort axé sur l'évaluation et le fait de montrer sa compétence. Et c'est intéressant ce modèle-ci parce qu'il pose tout en termes de continuum, c'est-à-dire qu'il peut y avoir dans des portfolios des aspects qui soient parfois de l'apprentissage, par exemple quand il y a de l'accompagnement, mais un produit fini qui est évalué, par exemple. Là, on est entre les deux. Et c'est intéressant de voir les choses de cette manière-là parce que ça nous pousse à nous poser la question
de ce point de vue, quels aspects sont associés à l'apprentissage, enfin, strictement ont un objectif d'apprentissage et quels aspects du portfolio ont un objectif d'évaluation. On va le dire comme ça. Ça, c'est une première question qu'on peut se poser, un premier continuum qu'on peut poser. Mais ce n'est pas le seul. Autre élément qu'on peut se poser comme question quand on conçoit un portfolio, c'est de se dire, est-ce qu'on veut que l'étudiant y mette uniquement une performance finale? Par exemple, j'en sais rien, moi, vous donnez des cours vous êtes dans des catégories techniques, vous donnez des cours en automation. Est-ce qu'il nous montre la maquette qu'il a construite, vraiment la version finie de la maquette et il commente sa version finie, ou est-ce qu'il nous montre tous les essais-erreurs par lesquels il est passé? Là, on est plus dans l'idée de trace de progression. Ça va? Donc, c'est cette question-là que pose le continuum et qui est intéressante aussi parce que ça va vraiment discuter le genre de choses qu'on met dans le portfolio, le genre de traces qu'on va garder. Enfin, voilà, c'est un peu ça l'idée. Autre question qu'on peut se poser. Troisième question qu'on peut se poser, est-ce qu'on y met la performance seule ou est-ce qu'on en met une description documentée? C'est-à-dire, performance seule, si je reprends mon exemple de l'automation, un étudiant qui a dû concevoir une maquette, est-ce qu'on met uniquement la maquette finale et il commente sa maquette finale ou est-ce qu'il y ajoute les plans, ses objectifs de conception, ce genre de choses? Autre exemple dans l'enseignement, je ferai quelques liens avec l'enseignement parce que c'est quand même pratique, vu que vous êtes tous formateurs, ça permet de relier aussi à notre vécu à nous. Mais voilà, dans l'enseignement, vous envoyez un étudiant en stage, est-ce que vous voulez qu'il mette, par exemple, une vidéo d'une situation en classe et qu'il décrive ça, ou est-ce que vous voulez que dans son portfolio, il complète ça avec d'autres documents qui éclairent cette situation en classe, par exemple, ses fiches de préparation, une description du contexte qui entoure la situation, ce genre de choses, quoi. Pareil, c'est un continuum. Jusqu'à quel point on va d'un côté ou de l'autre. Enfin, dernière question, est-ce qu'on veut que dans notre portfolio, est-ce que la forme voulue de notre portfolio a une forme vraiment finale? Vous attendez par exemple pour telle date un portfolio contenant tels éléments, ou est-ce que vous le construisez pour que l'étudiant puisse continuer à le remplir d'une année à l'autre, par exemple, voire au-delà de votre formation? C'est deux choses qui se réfléchissent différemment. Voilà un petit peu pour les dimensions d'un portfolio. Ça servait un peu à poser les bases du genre de choix qu'on peut poser. Et on va aller directement sur la question des compétences. Une fois qu'on a posé toutes ces questions-là, si on s'insère dans une logique d'approche par compétences, ce qui est souvent le cas dans les formations professionnalisantes dans lesquelles nous on se trouve, hein. D'ailleurs, on a des référentiels de compétences qui nous sont parfois attribués ou sur lesquels on travaille. Donc, en quoi est-ce que le portfolio peut permettre d'apprécier les compétences d'un étudiant? Ou si on tourne la question dans l'autre sens, comment est-ce que l'étudiant peut montrer l'état de ses compétences, plus ou moins évidemment, hein, au travers d'un portfolio? Et là, je vais me baser sur un livre de Marianne Poumet et François Georges, que je vous montrerai après si vous voulez, parce que je l'ai justement juste à côté de moi, qui est vraiment, ce qui est un livre intéressant parce que il fait partie des guides pratiques des éditions de Book, et de Book sort beaucoup de guides pratiques de choses. Ces auteurs-là nous disent par rapport à l'évaluation des compétences dans les portfolios, c'est que premièrement, ça va nécessiter des traces de l'action de l'étudiant, ça je l'ai déjà dit. Alors, quelles peuvent être ces traces de l'action ou ces traces de réalisation? Ça peut être des photos et des vidéos de lui en train d'exercer son métier, en stage, en train de construire, concevoir quelque chose si c'est lié à la formation que vous donnez, en train, je ne sais pas, d'interagir avec un natif si vous êtes prof de langue, enfin, ce genre de choses. Ça peut être, bon, photo ici, ça marche un peu moins dans ce cas-ci, on pourrait mettre une retranscription par exemple. Donc voilà, des photos et vidéos de l'action, ça peut être des productions professionnelles, j'ai donné des exemples aussi. Ça peut aussi être des traces d'autres acteurs qui sont en lien avec la situation, hein, par exemple des choses sur lesquelles l'étudiant a collaboré, par exemple, ce genre de choses. Ce n'est pas uniquement de son fait à lui. Ça, c'est une chose. C'est des traces de réalisation, c'est un premier type de traces. Et alors, un deuxième type de traces que ces auteurs proposent d'utiliser, ce sont ce qu'ils appellent des traces de reconnaissance. Et c'est intéressant parce que je trouve qu'on n'y pense pas toujours, mais par exemple, si vous envoyez un étudiant en stage,
qu'il intègre dans son portfolio le retour de son maître de stage et qu'il commente le retour de son maître de stage. Ça peut faire partie du portfolio. Je ne dis pas que ça doit être que ça, mais ça peut être intéressant de recourir à ce genre de choses, de voir comment lui perçoit les commentaires qu'il a reçus. Donc pareil pour des évaluations, s'il a passé un test ou des choses comme ça, mais ça peut rentrer dans le portfolio. Faire le lien un peu. OK, donc ça demande, si on veut évaluer des compétences, d'abord des traces de l'action, des traces de ce qu'il a mis en place en agissant en stage ou autre, enfin, voilà, des traces de l'action, des traces de sa mise en œuvre de compétences. Mais sans un commentaire, les traces ne vont jamais rien démontrer. D'accord ? L'idée, c'est qu'il faut vraiment, comme j'ai déjà dit avant, la nécessité d'un travail réflexif par l'étudiant. Et si on reprend le vocable de ces auteurs-là, les traces plus les commentaires, ça nous donne des preuves de compétences. Je pense qu'ici, pareil, preuve ne doit pas être pris dans un sens trop autoritaire, mais c'est ça, en tout cas, c'est ces deux volets-là, c'est l'association de ces deux volets qui va montrer l'état d'une compétence. Ça va ? Donc voilà, l'idée, c'est vraiment la preuve de la compétence. Dans cette logique-là, pas trop autoritaire, mais être dans cette logique-là. Ça va nécessiter plusieurs choses. Je vous montrerai après un exemple de portfolio qui est dans cette logique-là, mais plusieurs nécessités avant ça. Premièrement, je vois qu'il y a une question, je peux peut-être la prendre, effectivement, Christelle. Oui, voilà, excusez-moi. C'est parce que le son n'est pas très bon. Est-ce que vous pourriez peut-être arranger ça? Oui, vous faites bien de ça dépend en fait quand... Oh, ben là, j'ai même un écho. Ça dépend comment vous vous placez par rapport au micro, je pense. Enfin... Est-ce que comme ça, vous m'entendez mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux. Ok. Ok, super. Vous avez bien fait de me le dire. Le micro est sur mon casque et j'ai tendance à retirer une oreille pour m'entendre, mais je vais rester comme ça. Ok. N'hésitez pas à me redire s'il y a un souci de son. Donc, je disais, preuve de la compétence de l'étudiant, c'est dans cette logique-là que ces auteurs proposent de concevoir le portfolio. Ça va nécessiter plusieurs choses, avant que je vous montre un exemple. Premièrement, ça va être de nécessairement associer le portfolio à un référentiel de compétences. C'est-à-dire que vous devez expliciter aux étudiants les compétences attendues, que vous soyez au clair, que vous-même vous soyez au clair avec, et que dans la consigne du portfolio, on ne demande pas de référencer n'importe quelle compétence, mais celles qui ont préalablement été explicitées et comprises par les étudiants. Ça, c'est nécessaire. Il faut une formulation à la base de compétences. Et alors, la suite de ça, c'est que il va falloir montrer aux étudiants que les commentaires réflexifs qui vont associer aux traces de leur action fassent référence à la compétence visée, de celles qui sont issues de ce référentiel, et qu'ils soient capables de justifier de manière référencée, de mobiliser des sources, par exemple théoriques que vous voyez en cours ou des choses comme ça, ou des aspects de la compétence, qui soient vraiment mobilisés dans le commentaire réflexif de l'étudiant. Ce qui va du coup amener une autre nécessité, c'est d'avoir une définition précise de ce qu'est une compétence. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que selon la définition qu'on va avoir de la compétence, ça va influencer le genre de choses qu'on va aller voir dans les traces de l'étudiant, dans ses commentaires réflexifs et des choses comme ça. Ce que ces auteurs proposent comme définition, et on va la reprendre, c'est de considérer que la compétence, celle auquel vous formez vos étudiants, c'est un savoir-agir complexe prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une famille de situations. Alors, pourquoi c'est intéressant une définition comme celle-là? Parce qu'en fait, si on prend les différents éléments de la définition de la compétence, ça nous aide à savoir ce qu'on peut mettre dans le portfolio. Typiquement, si on considère qu'il faut savoir agir en situation à l'intérieur d'une famille de situations, c'est intéressant de savoir, d'essayer de comprendre pour chaque compétence qui est dans notre référentiel de compétences, dans quel genre de situation on peut attendre que l'étudiant la mette en œuvre. Et être au clair de cette question du aussi. Vous pouvez faire l'exercice un peu plus tard. Vous prenez votre référentiel de compétences, vous prenez une compétence que vous visez dans vos cours ou des choses comme ça, et vous essayez de voir s'il est bien clair pour l'étudiant le genre de situation, de stage ou autre dans lesquels il peut mettre en œuvre la compétence en question.
Ça va? Donc, voilà, un élément, on nous dit famille de situation ici, ben, ça nous aide à savoir quoi mettre dans le portfolio. On nous dit aussi dans cette définition qu'une compétence, c'est savoir mobiliser efficacement, alors ils appellent ça une variété de ressources internes et externes, mais en gros, ressources internes, par exemple, tout simplement des savoirs théoriques, de se dire que vous leur montrez des choses parfois théoriques en cours, mais qui doivent les aider à savoir quoi faire en stage. Ben, ça nous aide à leur dire que peut-être dans les commentaires réflexifs de l'étudiant, on va attendre de lui qu'il mobilise la théorie du cours pour expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait, pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, ou ce genre de choses. Ça va? Donc c'est vraiment important, hein, cette idée de définition de la compétence, parce que tous les morceaux, tous les éléments qu'on va retrouver dans cette définition, ils vont nous guider à la manière de concevoir notre dispositif de formation qui intègre un portfolio. Ça va? Alors, ça, c'est des choses un peu théoriques, peut-être un peu abstraites. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un exemple. L'exemple que je vais prendre, c'est... alors, je vais prendre un exemple dans mon domaine, hein, mais du coup, c'est peut-être intéressant vu qu'on est tous formateurs ici. L'exemple, c'est un cours qui se donne dans le master en sciences de l'éducation ici à l'Université de Liège, qui est un cours de méthodologie de formation. D'accord? Et donc, j'ai repris ici le portfolio réel d'un étudiant. Évidemment. Et de portfolio dans lequel l'étudiant a essayé de prouver l'acquisition de la compétence qui s'intitule « Analyser le contexte et les caractéristiques des publics visés en vue de définir les besoins et les objectifs prioritaires ». Donc, en gros, ce qu'il doit montrer ici, c'est qu'il a tenu compte du public qu'il avait dans sa formation, d'accord, du contexte dans lequel il était, des caractéristiques du public, etc. Il en a tenu compte réellement pour définir ses objectifs de formation. C'est ça qu'il doit montrer. Ça va? Donc, le portfolio, il contient du coup des preuves que l'étudiant a récoltées durant un stage court. C'est-à-dire qu'il a été, ce qu'on entend par stage court ici, c'est qu'il a animé une, ou peut-être deux, enfin en tout cas une session de formation en plusieurs petites parties. C'était pas très long, c'était avec un seul groupe sur un sujet précis. Ça va? Donc, cette fameuse compétence, analyser le contexte et les caractéristiques des publics visés en vue de définir les besoins et les objectifs prioritaires. On va donc regarder ici ce que l'étudiant a mis en termes de traces d'un côté et en termes de commentaires réflexifs de l'autre. Alors, en termes de traces, il a par exemple mis dans son portfolio, cet étudiant-là, un extrait d'un compte-rendu de rencontre qu'il a eu avec les formés en début de stage. Donc, il a fait une réunion avec eux, il a pris des notes, il a appris à les connaître, voir un petit peu leur contexte à eux, leur réalité, etc. Et il a rédigé un compte-rendu de cette rencontre-là. Ben, il a mis des extraits de ce compte-rendu dans son portfolio. Ce qu'il a fait aussi en stage, c'est qu'il a rédigé un document, il a formalisé ses objectifs, d'accord? Il les a rédigés en début de stage, ses objectifs de formation. Ben pareil, il a mis dans son portfolio ce document où il formalisait ses objectifs de formation. Il a aussi ajouté dans ce portfolio-ci un extrait des supports de formation qu'il a utilisés, et en particulier, il a été sélectionné les extraits où on voyait bien qu'il a tenu compte de ses objectifs et de la réalité des formés dans la manière dont le support est conçu, dans le genre d'activité qu'il met en place, dans le contenu qu'il mobilise, etc. Et enfin, dans l'exemple que je vous montre ici, il a mis aussi dans son portfolio des extraits d'échanges par mail et sur les réseaux sociaux qu'il y a eu entre lui, enfin ils étaient plusieurs à intervenir, entre lui et les formés. Ça peut être ça aussi, parce que c'est ça aussi le métier parfois. C'est pas juste, dans le cas des enseignants, c'est pas juste enseigner, c'est aussi organiser sa formation, interagir avec les personnes concernées, ce genre de choses. Donc ça peut être des choses qui rentrent dans un portfolio. Ça va, pareil, si vous êtes, je sais pas moi, si vous formez des agents immobiliers, bah, le genre d'échange qu'ils ont eu avec des prestataires, avec des fournisseurs ou des choses comme ça peut être révélateur de certaines choses, si ça colle avec les compétences auxquelles vous formez. Alors voilà pour le genre de traces qu'il a mis dans son portfolio. Le genre de commentaires réflexifs qu'il y a associé, bah, c'est que premièrement, il argumentait par exemple sur le lien qu'il avait fait entre les objectifs qu'il avait formulés et les méthodes qu'il avait mis en place. Donc, on a des extraits où il montre les objectifs qui sont rédigés, on a des extraits de ses supports de formation, ben, il argumente sur le fait qu'il a su tenir compte des besoins et des objectifs de ses formés pour construire
ces activités, et il mobilise par exemple de la théorie, un truc qui s'appelle chez nous la triple concordance, c'est l'idée que les objectifs, la méthode et l'évaluation soient concordants, enfin voilà, en développant. Ben, voilà, il a mobilisé une théorie adéquate pour montrer ce lien-là. Il a aussi posé des commentaires réflexifs en revenant sur les supports et les extraits, où il montre par exemple qu'il a tenu compte du vocabulaire utilisé par les formés, de leur vocabulaire à eux. Il montre qu'il a tenu compte de leurs contraintes temporelles dans la manière dont il a défini ses objectifs et ses activités, des choses comme ça, quoi. Par exemple, le genre de commentaire réflexif, c'était... J'ai mis des extraits, ce qui est en blanc, c'est pour que ce soit anonymisé, c'est quand c'est des informations plus personnelles ou spécifiques. Donc, il nous dit, ben voilà, certaines informations liées au contexte ont pu être recueillies pour définir, d'une part, le contexte des formations à un tel, j'ai caché le nom des formations, le contexte en général, il ne faut pas de. Donc, d'une part, donc il explique, en faisant référence aux traces qu'il a récolté des informations sur le contexte, ça fait partie de la compétence, il a formalisé le contexte. Et puis, il a fait aussi des liens avec les formations de son maître de stage, ça avait du sens ici. Et donc, concernant le contexte de formation, il explique où les informations sont présentes et donc il montre que, premièrement, il les a collectées. Juste ça, décrire ce qu'il a fait, c'est déjà réflexif, ça on reviendra dessus, mais il montre qu'il l'a fait et il a bien compris que faire ça, ça faisait partie de la compétence. Alors, il dit, pour attester de la cohérence entre les objectifs, les éléments collectés, la méthode, etc., il dit que chaque caractéristique de la production a été vérifiée. Bon, là, en gros, il fait un lien théorique avec l'histoire de la triple concordance, d'accord? Donc, il fait un lien théorique qui montre qu'il a fait des liens, enfin, qu'il a assuré de la concordance entre les informations collectées, les objectifs et les méthodes définies. Il le montre. Et puis, autre chose, plus spécifique ici, il dit, comme le manque de temps semble être une problématique importante, c'était le cas chez ces formés, ben, le fait de proposer une mise en place du projet progressif, donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a étalé les moments de formation pour pas avoir un trop gros, que les formés ne doivent y accorder 2 jours, par exemple, pour participer à la formation. Il a étalé des petits moments de formation afin que pour ne pas directement consacrer un grand nombre d'heures à celui-ci. Donc, ce que montre ce commentaire-là, c'est que l'étudiant a tenu compte d'une problématique, d'un besoin des formés qui était le manque de temps. Il en a effectivement tenu compte pour organiser son action de formation par la suite. Donc, en gros, il explique qu'il a tenu compte de ça et ça fait partie effectivement de la compétence. Ça va, donc c'est vraiment important. On voit ici que dans les commentaires réflexifs, ça permet de voir à quel point l'étudiant est au clair avec ce qu'il a fait. Ou pas d'ailleurs. Dans le cas de cet étudiant-ci, par exemple, pardon, je reviens un peu au mauvais endroit. Sorry, je défile. Hop, ici, donc l'étudiant, là, je vous ai mis des exemples qui montrent qu'effectivement, il a compris certains aspects de la compétence, il les explique, il explique ce qu'il a fait et qui fait partie de la compétence, il explique comment il a effectivement tenu compte d'un certain nombre de choses. Mais par exemple, il fait un seul lien théorique. Alors ça dépend évidemment de vos cours, mais on pourrait attendre d'un étudiant qu'il en fasse un petit peu plus, qui justifie plus parfois le bien fondé de ce qu'il a fait. Ça dépend un petit peu de votre sévérité et de vos objectifs. Mais en tout cas, voilà, on a un étudiant qui semble au clair sur ce que c'est que la compétence et sur ce qu'il a fait dans la mise en œuvre de cette compétence-là. Ça va, donc les commentaires sont nécessaires. Je vous donne une image très simple, d'ailleurs pas très réaliste, mais qui donne un petit peu cette idée de l'importance des commentaires. Imaginez, on reste en formation des enseignants, ou le même genre de stage qu'ici. Imaginez 2 étudiants qui ont raté une activité d'enseignement, ce qui arrive à tout le monde. On prépare quelque chose avec nos étudiants, ça ne se passe pas comme on voulait, on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on veut. Ils n'ont pas exactement compris ce qu'on leur expliquait, ça nous est arrivé tous. Donc imaginons 2 étudiants qui vivent ce même genre de moment, donc ils ont sensiblement la même performance, ils peuvent mobiliser les mêmes traces, d'accord. Mais imaginez qu'un des 2 étudiants analyse la situation comme un succès, avec quelques ajustements possibles, et que l'autre l'analyse comme un échec, il en diagnostique les causes et il propose des régulations importantes. Là, on est dans un cas où c'est vraiment intéressant d'aller regarder les commentaires réflexifs des étudiants, parce que ça peut être révélateur, dans ce cas-ci, d'une compétence qui n'est pas, dans ce cas-ci, pas forcément la même, quoi. Ça va? Donc voilà, les commentaires réflexifs sont
vraiment important si on veut être dans une logique de portfolio qui travaille ou qui accompagne ou qui, en tout cas, permet d'apprécier des compétences. Et alors, justement, on va aller vers cette question de la réflexivité des étudiants. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un étudiant en matière d'écrit réflexif? Quels sont les processus réflexifs qu'on veut voir à l'œuvre? Et mine de rien, ce n'est pas une question facile de se dire, OK, je veux qu'il soit réflexif, je veux qu'il réfléchisse sur lui-même, qu'il soit capable de mettre en mots ce qu'il a fait, d'avoir un recul critique sur ce qu'il a fait. OK, mais plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on attend de lui? C'est un peu ça la question. Alors là, pareil, je mobilise d'autres auteurs. Des auteurs ici qui, dans leur recherche, ont mis en avant 3 niveaux de réflexivité. Alors, niveau, avant que je vous les présente, niveau, ça ne veut pas dire que le troisième est meilleur que le deuxième, qui est meilleur que le premier. C'est pas ça. C'est juste que le troisième repose sur le deuxième, qui repose sur le premier, mais les 3 sont importants. Le premier niveau de réflexivité, ça va être de décrire sa pratique, décrire la situation, décrire ce qui s'est passé, et a priori même, si ça se passe, c'est dans ce niveau-là que ça concerne, tous les moments où l'étudiant va prendre conscience de ce qui s'est passé. Typiquement, notre étudiant qui a raté une activité d'enseignement, mais juste prendre conscience que l'activité est ratée, noter, décrire ce qu'il a vu, décrire les évaluations des élèves, décrire leurs propos, ce genre de choses. Bref, décrire ce qui s'est passé. Le niveau 2, où l'étudiant va être capable de prendre de la distance vis-à-vis de sa pratique, de pouvoir la mettre en lien avec des normes, avec des aspects théoriques que vous avez vus en cours, la mettre en lien avec ses objectifs. Donc, est-ce qu'il a atteint, par exemple, ses objectifs? Tout ça, c'est vraiment prendre de la distance. Ce n'est pas d'écrire. Là, on est vraiment beaucoup plus dans l'analyse. Donc, c'est le niveau 2. Et le niveau 3, ça va être tous les moments où on va amener l'étudiant à envisager des alternatives à sa pratique, envisager des pistes d'action pour le futur, envisager des pistes de régulation des performances qu'il a déjà mises en œuvre. Bref, tout ce moment où il vise à s'améliorer, à envisager la suite. Ça va, donc voilà déjà 3 niveaux de réflexivité qui nous permettent de un peu plus nous orienter sur ce qu'on peut attendre des étudiants ou aussi de comment on peut les accompagner ou ce genre de choses. Alors, on va les déplier. Là, je les ai mis de manière générale, mais on va se donner des exemples. Donc, voilà, je l'ai écrit. Déplions ces 3 niveaux avec des exemples. Alors, bon, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'exemples là-dessus, donc je suis désolé, mais d'un autre côté, comme je vous disais, ça peut faire des liens avec votre pratique à vous. Donc là, je vais reprendre des retours réflexifs d'étudiants en formation initiale à l'enseignement après un stage. Donc, c'est des étudiants qui ont été 2 semaines, 3 semaines en stage dans des écoles, des institutions de formation et des choses comme ça. Et ils font un retour après leur stage, ils mettent par écrit des choses qu'ils ont vécues, des situations rencontrées, ce qu'ils ont fait, etc. Donc, j'ai pris des extraits et on va essayer d'associer ces extraits d'abord au niveau de réflexivité concerné et puis après au sous-niveau, parce qu'en fait, ils identifient des sous-niveaux, ces auteurs-là. Par exemple, un étudiant qui nous dit je me suis rendu compte que je n'avais parlé qu'à une partie de la classe. Ça m'a frappé vers la fin de la séance. J'ai fait le bilan d'une certaine manière dans ma tête. J'ai toujours parlé aux mêmes, à ceux qui posaient des questions. Voilà un étudiant qui nous dit ça. Ce qui est sensiblement une vraie problématique, de se dire qu'on a un groupe de 20 étudiants devant nous, 25, 30, 200. Ben, en fait, on s'adresse à ceux qui prennent la parole, quoi. Autre retour, un étudiant qui dit « Quand je prépare mon cours à la maison, je n'arrive pas vraiment à cibler l'essentiel et à savoir ce qu'il importe de mettre en avant au niveau du contenu. C'est un problème que je rencontre toujours à ce stade. » Donc ça, c'est 2 exemples d'étudiants, d'extraits de commentaires réflexifs d'étudiants qui appartiennent au niveau d'écrire sa pratique. Et si on déplie les sous-niveaux chez les auteurs, bon, il y en a 4. Il y a narrer, d'écrire sa pratique, questionner sa pratique, prendre conscience de certaines choses et pointer ses difficultés, ses problèmes. Mais par exemple, le 2e extrait, c'est un étudiant qui nous parle d'un problème qu'il a. Il n'est pas encore en train de nous dire pourquoi il a ce problème-là, il n'est pas encore en train de réfléchir sur les solutions, des choses comme ça, mais au moins, il pointe une de ses difficultés. Peut-être qu'il en a pris conscience, mais il pointe une de ses difficultés et il la met par écrit. C'est déjà très bien. On est peut-être sur plusieurs choses en même temps, c'est pas exclu. Effectivement, il décrit ce qui se passe.
à voir s'il voit ça comme un problème ou si c'est une prise de conscience, ça, il faudrait qu'il développe un peu plus. Mais en tout cas, on est toujours dans cette logique de décrit. Ça va? Et on voit que c'est intéressant, il y a déjà des choses intéressantes qui sortent, hein, même à ce stade de la description. Le niveau 2, donc prendre de la distance, pareil, je vous mets des exemples d'extraits. Par exemple, un étudiant qui nous dit il y avait trop d'élèves, c'était impossible de faire ce qui était prévu, c'était pas hyper clair pour tout le monde, mais j'aurais pas pu faire autrement. C'est pas que je veux pas ou que j'ai trouvé ça parfait, c'est juste que c'était pas possible autrement. Voilà un étudiant qui revient sur une activité qui n'a pas fonctionné visiblement et qui essaie de nous dire pourquoi. Un autre qui nous dit à la base, j'avais prévu autre chose, mais au final, je me suis un peu renseigné sur la méthode de l'enseignement explicite, et c'est apparemment ce qui est le plus efficace selon les dernières recherches, donc j'ai choisi de fonctionner avec cette méthode. Donc là, un étudiant qui nous justifie pourquoi il a fonctionné avec cette méthode-là. Donc ça, on a deux exemples différents, qui sont tous les deux une prise de distance par rapport à l'action, par rapport à la pratique, mais qui sont différents, hein, donc qui font référence à des sous-niveaux différents. Alors, ils en pointent ici 6, les auteurs. Il y a le fait de légitimer sa pratique selon une préférence ou une tradition. Donc, c'est quand l'étudiant va vous dire j'ai fait comme ça parce que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Enfin, vous voyez le genre. Ça peut être aussi les moments où l'étudiant va légitimer sa pratique en fonction textuelle. Ça ne collait pas avec la situation. Ça, c'est ce qu'il nous dit ici. Ça peut aussi tous les moments où l'étudiant va légitimer sa pratique en fonction d'arguments scientifiques, normatifs ou éthiques. Ben là, c'est ce que le deuxième fait. Il mobilise ce que la science dit pour justifier ce qu'il a fait. Et on peut être d'accord ou pas, hein, c'est pas ça que je dis, mais là, il nous justifie, il nous explique son raisonnement. Du coup, on peut l'inviter à développer, le faire réfléchir dessus, etc. Ou le valider si c'est dans cette logique-là que vous êtes dans vos cours. En tout cas, on sait comment il a fonctionné. Alors, il y en a 3 autres, je vais vous montrer des extraits aussi. Maintenant, d'abord, je vous ai des extraits. C'était quoi leur objectif? C'était quoi leur intention quand ils faisaient ça? Ça peut être des moments aussi où ils évaluent leur pratique, d'accord, est-ce qu'ils considèrent qu'ils ont atteint leur objectif, que c'était réussi, ce genre de choses. Et tous des moments aussi où ils diagnostiquent leur pratique. Donc, c'est pas la même chose que de savoir si c'est réussi ou pas, mais c'est d'expliquer les raisons de leur action. Pas forcément leur intention, pas forcément est-ce qu'ils ont atteint leur objectif, mais typiquement, une personne qui disait, là, j'arrivais pas à avancer parce que j'étais stressé, par exemple. Ça, c'est du diagnostic. D'accord, on n'est pas dans l'évaluation. Enfin, si j'arrivais pas à avancer, c'est de l'évaluation, mais parce que j'étais stressé, c'est du diagnostic. Ok, je vous donne un exemple pour que ça soit un peu concret. Un étudiant qui nous dit je pense que le choix d'introduire par une question de débat était trop abstrait pour eux, car la manière venait à peine d'être vue. C'est vrai que c'est difficile de répondre à une question aussi générale sur un sujet encore nouveau. Donc, ici, un étudiant qui a démarré un nouveau thème par un débat et qui dit que ça n'a pas forcément bien fonctionné. Là, il l'évalue, d'accord, et en plus, il diagnostique un peu. Il dit que c'est vrai, c'est difficile de répondre à une question aussi générale sur un sujet nouveau. Le fait que la matière était nouvelle, c'est un peu ça, cette idée du diagnostic. Ou alors un étudiant qui dit je me suis toujours senti à l'aise dans l'animation des travaux de groupe, donc je n'avais pas vraiment de doute et j'ai décidé d'utiliser cette méthode. Je trouve que ça a plutôt bien marché, les élèves ont compris et ont vraiment discuté entre eux avant de donner leurs propositions. C'était quelque chose qui me semblait nécessaire, donc c'est chouette qu'il l'ait fait. Donc là, on a plusieurs choses. Hein. On a l'étudiant qui dit je me suis senti à l'aise avec l'animation de travaux de groupe, je suis à l'aise avec les travaux de groupe, donc je choisis de faire des travaux de groupe. Là, il légitime selon une préférence. Pareil, ça nous donne à voir comment il fonctionne. Et on peut mettre du coup ça en lien avec la compétence ou des choses comme ça. Alors, il dit que je trouve que ça a bien marché, les élèves ont compris, ils ont discuté, etc. Donc, il évalue, etc., etc. Et enfin, dernier genre de choses qu'on peut attendre des étudiants futurs de leur pratique. Les élèves n'ont pas beaucoup participé. Je me demande vraiment ce que je pourrais faire pour qu'ils participent plus. Peut-être que je devrais les interroger au hasard ou alors avec des petits tableaux blancs individuels au cas où certains n'auraient pas envie de prendre la parole en public, comme faire cours sur la désirabilité sociale. De plus, ça permettrait de voir les réponses de chacun et qu'ils ne se rallient pas à la majorité. Donc là, on a un étudiant qui il nous dit, ils n'ont pas beaucoup participé, etc., donc il prend la distance, mais il imagine des pistes.
Par exemple, l'idée des tableaux blancs, une chose qui se fait beaucoup en début de primaire ou des choses comme ça. On leur donne à tous les élèves des petits tableaux blancs, on leur pose des questions ou des petits exercices, ils écrivent la réponse sur le tableau et ils l'affichent devant eux. C'est une solution qu'il envisage, et en plus, il fait des liens théoriques pour essayer d'en justifier le bien fondé. OK. Un autre étudiant qui nous dirait, grâce à ce problème de compréhension des élèves, je me suis rendu compte qu'une des règles du métier est de traduire la matière savante en matière accessible pour les étudiants, et donc de passer par un vocabulaire connu, ou des analogies. Donc là, un étudiant qui a un niveau déjà assez haut là, de réflexivité, je ne dis pas que vous devez aller jusque-là, hein, mais ça peut arriver, où là, vraiment, il arrive à nous expliquer en quoi consiste son métier, et donc à théoriser sur son métier, quoi. Passer de la matière savante à de la matière accessible, des choses comme ça. Et donc ça fait référence à des sous-niveaux que les auteurs identifient. Donc le fait de proposer des alternatives à sa pratique. Et alors, il différencie ça de explorer des alternatives à sa pratique. Ça, c'est ce que le premier étudiant fait, c'est-à-dire qu'il non seulement il envisage des alternatives, mais il réfléchit déjà sur leur bien fondé, sur leur efficacité, des choses comme ça. Ben, ça, c'est ce qui range derrière explorer des alternatives à sa pratique. Et le dernier niveau, qui est de théoriser sur son métier, théoriser sur son action, des choses comme ça, ce que fait plutôt le deuxième extrait, enfin l'étudiant dans le deuxième extrait ici. À nouveau, hein, je ne dis pas que vous devez aller jusque-là, j'en sais rien, ça c'est à vous de voir avec vos objectifs de formation, etc. Mais ça existe, disons-le comme ça. Ça va, donc ce modèle à 3 niveaux, donc en tout ça fait 13 processus, hein, les sous-niveaux là que j'ai dépliés. Il est vraiment utile, premièrement, pour préparer son dispositif de portfolio, parce que la manière dont la consigne est formulée, par exemple, ça peut vraiment aider l'étudiant à libérer un petit peu sa réflexion. Typiquement, si vous l'envoyez en stage, si vous lui faites construire une maquette, si vous lui faites analyser un cas du métier ou des choses comme ça, enfin pas analyser un cas, ça marche un peu moins, mais agir dans une situation, une simulation ou des choses comme ça, bah, lui dire, par exemple, dans la consigne c'est 1, décris-moi la situation et ton action, 2, as-tu atteint tes objectifs, quel lien fais-tu avec le cours, 3, quelle piste de régulation envisagerais-tu? Ben voilà, on a une consigne qui respecte quasi littéralement les 3 niveaux de réflexivité, et voilà, tout simplement, c'est une consigne qui peut aider, quoi. Le modèle peut aussi aider à analyser la démarche réflexive des étudiants. Ici, je vous ai montré des extraits. Ben, les extraits des étudiants, on peut dire dans quel genre de logique il est, et ça permet de peut-être de comprendre. Si votre objectif, par exemple, c'est qu'il soit capable de formuler des pistes de régulation, ben, là, vous pouvez remarquer qu'il n'y en avait pas forcément. Ça vous donne une grille de lecture. Ça peut vous aider à remarquer qu'un étudiant, par exemple, justifie tous les choix qu'il fait en disant, par exemple, c'est comme ça que l'équipe fonctionne, c'est comme ça que j'ai appris, sans avoir un recul critique sur l'atteinte des objectifs, par exemple. Ça vous permet d'analyser, voire d'évaluer la démarche réflexive des étudiants. Et enfin, ça peut vous aider à accompagner l'étudiant. Par exemple, si vous faites un petit portfolio, l'étudiant revient de stage, il y a 2-3 traces, il écrit 2-3 trucs dessus. Et vous vous rendez compte qu'il est très, très fort dans la description et assez peu dans la prise de distance critique. Ben, le modèle peut vous aider à ça, dans la manière de poser les questions, de relancer certaines choses et pour le faire passer d'un niveau à l'autre, par exemple. Ou au contraire, ça nous dit aussi que des étudiants sont très critiques, mais on ne sait pas s'ils tiennent vraiment compte de la réalité de la situation. Donc, pour les amener vers plus de description aussi. Ça peut être vraiment intéressant. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire là-dessus sur la réflexivité. Et je parle déjà beaucoup trop. Ah non, ça va, ouais, j'arrive aux 45 minutes, mais il reste une dernière partie, donc ça va encore. Et donc, sachant tout cela, quelles opportunités est-ce qu'on peut tirer du numérique? C'est la question qui va un petit peu clôturer ma petite intervention ici. Et donc, comment est-ce qu'on peut penser nos e-portfolios, nos portfolios électroniques? D'accord? Donc, l'e-portfolio, ça va être le portfolio, mais la logique du portfolio, si vous voulez, à laquelle on associe les opportunités offertes par les outils numériques. Ça va? Donc, j'ai mis une définition ici, mais en fait, je pense que je ne vais pas la lire parce qu'en y réfléchissant là maintenant, elle est peut-être un peu trop restreinte. Donc, passons sur cette définition. On va aller directement vers les vraies grosses questions. Mais en gros, un e-portfolio, souvent, ça prend la forme d'un site web, d'un logiciel, peut-être un logiciel que vous utilisez déjà, hein, genre du traitement de texte, ça peut être un portfolio, hein, d'accord? Mais ça prend cette forme-là, en tout cas,
dans laquelle on va stocker et organiser des éléments. Et surtout, là où je trouve ça intéressant de recourir au numérique dans cette logique-là, c'est que le numérique va nous aider à peut-être mieux interagir avec les étudiants dans le cadre de la réalisation de leur portfolio. Je vais vous expliquer. Donc, en gros, pourquoi est-ce que c'est vraiment utile sur cet aspect-là, les portfolios? C'est quoi la plus-value d'utiliser un outil numérique pour faire du portfolio? C'est que, premièrement, si votre étudiant le fait sur un site web ou un logiciel ou un traitement de texte en ligne, enfin, sur quelque chose qui est en ligne, vous pourrez y avoir accès rapidement, partout, tout le temps, que ce soit vous ou l'étudiant. D'accord? Moi, quand j'ai déjà participé, quand j'étais étudiant, par exemple, je participais à des dispositifs de portfolio. On devait faire des portfolios papier. Ben, qu'est-ce qui se passait? On rendait le portfolio papier à la fin du dispositif. Du coup, le formateur avait un regard sur le portfolio une fois que la réalisation était terminée. Ici, ça permet d'y accéder en cours de réalisation, ce qui est vraiment intéressant. Ça va un peu dans ce sens-là, mais on peut élargir. Ça permet aussi de le partager aisément avec d'autres personnes. Typiquement, si vous êtes plusieurs formateurs, par exemple, c'est peut-être plus facile pour le consulter. Si vous voulez que les étudiants se lisent entre eux des passages de leur portfolio mutuel, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Autre élément, et là, ça fait un très fort lien avec ce qu'on a dit précédemment, ça permet d'intégrer des éléments multimédia, de recourir au numérique, d'accord? Donc, par exemple, mettre des images, mettre des vidéos, insérer des animations, enfin ça, voilà, ça peut être un peu plus rare, mais en tout cas, cette idée image, son, vidéo, on peut le mettre dans le portfolio. Ça permet d'organiser de manière peut-être plus flexible les contenus. On peut modifier les choses, on peut supprimer, on peut réécrire, on peut modifier aisément. Ça facilite la communication avec l'enseignant. L'enseignant il va pouvoir y inscrire des commentaires, par exemple. Moi, je trouve que c'est un des gros points intéressants dans le fait d'avoir un portfolio électronique. C'est qu'on va pouvoir vraiment commenter des portions du texte de l'étudiant, d'accord, ce qui est très ciblé. Ça aide à la compréhension. Ergonomiquement, c'est très clair et tout ça. Et par ailleurs, selon l'outil que vous utilisez, vous allez pouvoir aussi avoir un historique des modifications opérées par l'étudiant. Je ne dis pas que c'est nécessaire d'aller vers là, mais c'est une possibilité. Ça va? Donc, l'outil idéal, selon moi, et moi, mon idée, c'est d'aller vers des outils qui sont simples, d'accord? L'outil idéal, selon moi, c'est le traitement de texte partagé. Donc, c'est typiquement Word, d'accord? Vous utilisez tous Word, vous avez Word sur Office 365, vous pouvez faire un document partagé avec un étudiant. Et voilà, vous avez votre portfolio, en tout cas, votre outil de portfolio, en tout cas. Ça va? Donc, moi, c'est vraiment l'outil idéal. Je vais vous montrer ici des exemples de portfolios numériques que j'ai animés avec des étudiants, d'accord? Et je vous montre des exemples de commentaires que j'ai posés sur leur texte. Alors, je vous explique en quoi ça consistait. Donc, c'est une formation d'1 an que j'animais il y a 1 an ou 2. C'est une formation de formateur sur la thématique du numérique, un peu comme ce que je fais ici, mais une formation plus approfondie, si vous voulez. Et ce que je leur demandais, ce qu'on leur demandait, on était plusieurs dans cette formation-là, c'est que ce qu'ils voyaient en session de formation, on leur demandait de le mettre en pratique dans leur pratique professionnelle, d'accord? Et une fois que c'était mis en pratique dans leur métier, dans leur situation de travail, on leur demandait régulièrement, pour que ça reste viable, mais de revenir par écrit dessus et de tenir un petit portfolio sur ce qui s'est passé, d'accord? Donc, c'est ça que je vais vous montrer ici, c'est des extraits de portfolio d'un étudiant écrit et les genres de commentaires que je pose dessus. Ça va? Donc, ici, je vous montre un exemple. Alors, ne lisez pas, pour l'instant, je vais lire pour vous. C'est juste, vous voyez à quoi ça correspond. Donc, à gauche, on a l'extrait et ça va? Donc, ici, l'extrait que je vais vous montrer, c'est un étudiant qui revient sur une séance de cours, un peu du genre de celle-ci, enfin ici c'est très théorique, mais un peu du même genre. Il revient sur le contenu, sur les modèles théoriques qu'on lui proposait, enfin voilà, qu'on expliquait aux étudiants. Et donc il revient là-dessus. Et alors il nous dit par exemple ceci: en analysant plus attentivement ces modèles dans le cadre des activités liées au cours, j'ai pris conscience d'un élément intéressant. Ces modèles reposent tous sur la même assise idéologique. Ils sont donc potentiellement biaisants, puisqu'ils poursuivent tous l'objectif d'optimisation de l'acquisition des apprentissages par l'utilisation des médias. C'est une vision très néolibérale, productivité, optimisation de l'enseignement. Si on prête attention à la terminologie utilisée dans ces modèles, elle renvoie souvent à des notions de marketing.
Alors là, l'étudiant nous dit, en gros, il pose une critique des modèles théoriques qu'on voit. C'est un petit peu comme si tout à l'heure, vous m'aviez dit que j'utilisais le terme performance et que le performance, ça fait quand même très entreprise, on n'est pas dans cette logique-là et ce genre de choses. C'est un peu ce genre de critique-là, ça va, qui nous fait ici. Je commente. Un truc tout simple, mais vous allez voir que ce n'est pas si anodin. Hein. Je lui dis simplement, la réflexion est approfondie, c'est chouette. Vous allez me dire, c'est un peu con de faire ça, mais pas du tout. C'est vraiment pas un travail qui va de soi, la réflexivité. Ça va, ça s'apprend, la réflexivité. C'est au début, quand on n'est pas habitué, on n'a pas facile à rentrer dedans. Les étudiants qui vont avoir un petit peu des difficultés avec la langue française, par exemple, ils auront plus de mal à faire ce genre d'exercice. Ça va? Donc, c'est bien. Alors, je le fais surtout en début de processus, mais parfois de revenir, de lire un peu ce que l'étudiant a fait, lui dire, bah là, écoute, là, tu as une vraie réflexion, vraiment, c'est déjà super. Je ne suis pas en train de lui dire que sa réflexion, je suis d'accord avec, je la valide ou des choses comme ça. Juste l'effort réflexif est fait, donc je le valorise. Ça va? Premier type de commentaire qu'on peut faire. Autre chose, donc dans la suite, dans le paragraphe suivant, il continue en gros sa critique et il dit par exemple que les modèles qu'on montrait ne permettaient pas de prendre en compte d'autres aspects des éléments pédagogiques, par exemple des questions d'éducation média ou des choses comme ça. Donc ça, voilà, c'est ce qu'il fait dans le paragraphe suivant. Moi, je commente ensuite. Dans la manière dont tu vois les choses, dirais-tu que ces aspects sont simplement non pris en compte par ces modèles ou carrément que ces modèles empêchent de prendre ces aspects-là en compte et donc en gros que les modèles ne sont pas très constructifs, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc là, il répond à mon commentaire et il explique et il approfondit. Et vous voyez que là, mon commentaire est tout à fait différent. Je sélectionne une partie de son texte, d'accord, et je lui demande d'approfondir. Je lui demande d'aller un peu plus loin dans ce qu'il veut me dire. Et ça marche très très bien parce que je sélectionne juste le petit bout concerné, je mets mon commentaire, il répond au commentaire et voilà. Ça va? C'est là que je trouve que c'est vraiment intéressant de. Alors, je le fais quand je veux, il répond quand il veut, etc. Donc, c'est vraiment ça qui est intéressant avec les outils numériques. Donc voilà pour le petit exemple. Alors ici évidemment c'est une réflexion de très très haut niveau, hein, mais ici c'est une formation de formateur, donc c'est la personne qui écrit là, c'est une personne qui a le même métier que vous, hein. C'est déjà un professionnel aguerri, des choses comme ça. Je ne dis pas qu'avec vos étudiants vous devez attendre des niveaux de réflexivité pareils. Peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Mais là c'est pour le principe ici, pour le principe en plus le principe numérique ici que je vous parle de ça. Ça va, donc traitement de texte partagé, pas plus compliqué que ça. Ça permet de faire des choses. Il suffit juste de créer un document partagé avec chaque étudiant. Dans les deux sens, c'est plus compliqué, mais ça, on pourra en rediscuter à la limite. Mais voilà, si vous avez des classes de 30, 40, 20, 25, vous prenez un petit temps avant, ou vous le faites créer par les étudiants eux-mêmes, un document partagé avec vous, et voilà, votre outil de portfolio est préparé, vous y mettez vos consignes, et c'est bon, quoi. Ça va? De manière générale, moi, vraiment, la chose que j'ai cru constater être efficace, c'est vraiment d'utiliser les outils institutionnels. Utilisez ce que vous avez à disposition dans votre institution. Ça va? Pourquoi recourir à vos outils institutionnels? Premièrement, ils sont à votre disposition, d'accord, avec un suivi, éventuellement un soutien. Vous avez peut-être une cellule qui peut vous accompagner là-dedans. Autre chose aussi, c'est que ça permet un alignement entre les différents enseignants, d'accord? Si vous utilisez tous le même genre d'outils, il sera peut-être plus clair pour les étudiants, on pourrait vous aider entre vous. Le fait que ça a déjà été utilisé dans un autre cours, ça va peut-être faciliter l'usage dans le vôtre, ou des choses comme ça. Ça fait partie de l'environnement de l'étudiant, l'environnement de base. Donc, peut-être que lui aussi a accès à un soutien dans votre haute école, j'en sais rien. Mais par exemple, les cellules d'appui ou ce genre de choses, ou les services d'aide à la réussite, c'est peut-être des genres de choses qui prennent en charge. Peut-être que oui, peut-être que non. Par ailleurs, ça permet aussi de résoudre toute une série de problèmes de données personnelles, de RGPD, de propriété intellectuelle, etc. Si, par exemple, ou Moodle, enfin, votre instance Moodle ou votre instance Office 365 est sur le serveur de votre haute école et que vous y avez accès et que l'étudiant y a accès avec un compte et un mot de passe, ça règle toute une série de problèmes pour y mettre des données personnelles, des vidéos de lui ou des choses comme ça. Et ensuite, utiliser vos outils institutionnels, ça évite aussi de multiplier les outils numériques. Voilà, donc vraiment un principe de sobriété, d'utiliser ce qu'on a déjà, qui est intéressant déjà sur le plan pédagogique parce que ça simplifie le travail, ça décharge cognitivement et des choses comme ça, mais en plus sur le plan écologique, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les portfolios et la réflexivité. Je conclurai juste par 5 idées essentielles
qu'il y avait dans mon intervention. Premièrement, et en fait, au final, d'habitude, la dernière fois, j'avais insisté un peu plus dessus, mais je vais le refaire ici, c'est pas grave. Vraiment, la réflexivité, ne partez pas du principe que les étudiants sont réflexifs. Ça va? La réflexivité, ça s'explicite au niveau des attendus, ça s'enseigne, ça s'accompagne, ça s'entraîne, des choses comme ça. Ça va? Donc, n'attendez pas de vos étudiants qu'ils soient déjà réflexifs. Ensuite, pour être réflexif, vraiment, ça par contre, c'était vraiment très central dans ce que j'ai dit, faites-le réfléchir sur des situations réelles, des situations spécifiques, des situations du métier sur lesquelles on peut collecter des traces. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'essentiel dans ce que j'ai essayé de vous montrer. Ensuite, au niveau vraiment strictement numérique, sélectionnez des outils qui répondent à vos besoins et dont l'usage est facilité pour l'étudiant. Et par ailleurs aussi accessoirement facilité pour vous. Ça va? Un élément, une idée essentielle que je n'ai pas dite, mais je vous dis maintenant que je trouve essentielle, mettez des choses en place selon vos opportunités, selon vos contraintes. D'accord? Ça peut paraître effrayant, un dispositif de portfolio, mais allez-y progressivement. D'accord? Allez-y progressivement. Commencez par, si vous voulez vous y mettre, commencez par une activité dans un cours, une petite chose. Voyez comment ça fonctionne. Voyez si vous élargissez ou pas. Voyez si c'est possible pour vous. Voyez le nombre d'étudiants que vous avez. Voyez un petit peu jusqu'à quel point vous pouvez les accompagner, etc. D'accord? Faites pour que ça reste possible avec votre contexte de travail et viable par rapport à vos contraintes et vos opportunités. Et enfin, une dernière chose, c'est que moi, je me suis très fort limité ici aux questions cognitives, c'est-à-dire les compétences de l'étudiant, ce qu'il sait faire, ce sur quoi il est au clair, etc. Mais on pourra en parler une autre fois. Vous pouvez vraiment aborder d'autres questions que des questions strictement, enfin j'ai mis cognitive ici, mais des questions strictement de compétences, d'efficacité, etc. Ça peut où vous des formateurs de futurs infirmiers, par exemple. Mais c'est bien qu'il y a une thématique dans le paramédical qui est parfois d'être tiraillé entre le fait de soigner les patients et le fait de prendre soin d'eux, c'est-à-dire d'être à leur écoute, prendre du temps avec eux. C'est le genre de choses que vous pouvez discuter dans un portfolio aussi. Ça va? Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. J'ai fait 50 minutes plutôt que 40-45. Je m'en excuse, mais de toute façon, c'est jusque 6h30, enfin, ou plus si vous avez envie de rester. Et donc maintenant, je vous propose qu'on discute un petit peu de tout ça. Ça va? Donc vous aurez le diapo, j'ai une biblio, etc. Bref, discutons-en. J'ai quitté le partage, c'est bon, ouais, pour tout le monde. Voilà. Bon, ça va, mon diaporama a bien disparu, vous me voyez bien? Ouais. Ok, eh ben voilà, allez-y. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, réagir à ce qui a été dit, ce genre de choses? Vous pouvez ou lever la main, ou prendre la parole directement. Toujours un premier qui se lance, après ça se passe. Alors oui, je vois Dominique, oui. Oui, bonjour, je suis désolée, je ne peux pas mettre ma caméra parce que je suis souffrante et je suis en peignoir dans mon lit. Donc, je vais me contenter du peu de voix qui me reste. Pas de problème. Je me posais une petite question. En fait, je trouve ça fort intéressant, mais donc moi je travaille dans la formation des futurs AESI. Ouais. Le niveau de maîtrise de langue est assez compliqué. Comme on atteste l'épreuve ici, les résultats qui sont arrivés. Et moi, je trouve que ça n'empêche pas, mais il faut gratter très fort, ça ne les empêche pas de faire preuve d'une certaine réflexivité. De là à pouvoir en trouver la trace dans un écrit, il y a une marge de manœuvre certaine. Et donc, je me demandais, eu égard aussi au fait que les théories arrivent doucement, si vous pensez qu'il ne faut postposer l'arrivée d'un portfolio, ou si on peut se contenter de dire on va d'abord essayer de récupérer des traces, ne serait-ce que voir s'ils savent identifier des traces de l'apprentissage et si on peut en discuter en classe, et donc si on peut avoir une vraie progressivité dans la manière de l'envisager, sachant que normalement la formation s'étale sur 4 ans, mais si alors on peut se contenter de traces, le problème que nous avons, c'est également la problématique des stages, parce qu'il y a des maîtres de stage qui interviennent et qui ont également un avis là-dessus, et donc on se trouve confronté à un outil très
très riche, mais éminemment complexe pour pouvoir en gérer l'évaluation, parce qu'au total, on nous demandera une évaluation et qui ne sera pas que formative dans le système. Et donc, je me demande si on peut donc déjà envisager la progressivité sans réflexivité écrite. Par exemple, moi, l'année passée, je leur ai demandé d'enregistrer à l'issue de ce qu'ils faisaient. Donc, j'étais passée par un enregistrement sur leur GSM en me disant, ben, au moins, ils peuvent réagir à chaud. Et c'est peut-être le début pour eux de je me réécoute et je m'entends. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais ça me semblait pas être une mauvaise idée. Et ça, donc, ma question, c'est celle de l'entrée progressive dans l'écrit. Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on fait des maîtres de stage? Ok. Donc je commence par la première question. Donc, en fait, j'ai plusieurs réponses à donner. La première, effectivement, vous disiez, est-ce qu'on commence juste par des traces? Je pense que c'est déjà bien, effectivement, de voir le genre de traces qu'il est capable de sélectionner. Juste ça, déjà, identifier une trace, la sélectionner et la mettre en avant en disant, ça, c'est une trace de ma compétence. C'est déjà intéressant. Maintenant, moi, j'essaierai quand même de partir quand même assez rapidement sur le commentaire réflexif, mais comme vous dites, il faut voir les exigences qu'on a et la forme. Moi, ici, ce que je vous ai montré ici, j'ai essayé de prendre des exemples qui étaient directement parlants, donc déjà assez bien formulés. Mais on est bien d'accord qu'un étudiant qui sort tout juste de Réto, ou même pas, hein, ou un étudiant qui a plus de difficultés, il ne va pas avoir des commentaires réflexifs aussi bien écrits, aussi bien élaborés. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y voir des choses. C'est pour ça aussi que les modèles que je vous montre, ils sont vraiment intéressants. Parce que parfois, même quand c'est mal dit, quand c'est dit très vite, etc., on peut repérer plusieurs choses et peut-être aider l'étudiant à lui dire, en fait, là, tu me parles de ça, est-ce que tu peux juste m'expliquer ce que tu veux dire par ce mot-là? Voilà, des petites choses, parfois, c'est écrit très, très vite, mais on peut déjà y voir pas mal de trucs, quoi. Il faudrait, à mon avis, que je montre plus d'exemples de ce genre-là. Votre suggestion de proposer aux étudiants de s'enregistrer et mettre leur commentaire audio, moi, je trouve ça vraiment une super idée. Je pense qu'il faut aussi s'adapter à leurs besoins et à leurs contraintes. S'ils sont plus à l'aise avec l'audio et que ça va libérer plus de choses, partons sur l'audio. Vraiment, je trouve ça intéressant. Et effectivement, se relire, de se réécouter dans ce cas-ci, c'est intéressant. Donc vraiment, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce que je trouve dans ce que vous dites ici, je trouve qu'il y a une idée de progressivité qui est intéressante. Donc effectivement, commencer par juste des traces avec quand même une petite chose réflexive, pas attendre forcément beaucoup. Ça peut être strictement oral et pas encore écrit, pas encore vraiment verbalisé, mis par écrit, je veux dire. Donc ça, c'est vraiment une très bonne idée. Et sur la question de l'évaluation, vous demandez si l'idée c'était de postposer ou pas le portfolio. Si on vous demande d'évaluer, moi j'aurais tendance quand même, c'est une intuition que j'ai, hein, donc c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais j'aurais tendance à tester des petites choses d'abord dans une optique purement formative, juste vous testez des petites choses avec l'étudiant, vous voyez comment ça se passe, et selon ce premier essai, vous voyez dans quelle mesure vous pouvez l'utiliser comme un outil d'évaluation. Et qu'est-ce qu'on peut faire des maîtres de stage? Parce que le problème, c'est que oui. c'est les acteurs internes, à la limite, on peut discuter entre nous le temps nécessaire de l'ajustement, mais les maîtres de stage qui sont extérieurs sont déjà bien gentils de prendre du temps. Ça va être très compliqué, ça se mettra en place, mais il va falloir quelques années quand même. Hein. Mais alors là, il y a deux possibles. Je pense que les maîtres de stage, il faut les intégrer dans la démarche, mais il y a plusieurs manières de le faire. Soit effectivement, s'ils ont un peu de temps, peut-être de participer, je sais pas moi, d'aider l'étudiant à être réflexif s'ils sont capables de le faire, de voir avec lui, tiens, comment ça s'est passé, ce genre de choses. Donc de l'aider dans la conception du portfolio. Mais je vous rappelle aussi dans les dias que j'ai montrés, c'est que l'étudiant le maître de stage lui dit des choses, lui fait des retours, pas forcément par écrit ou des choses comme ça, mais on peut inviter l'étudiant à prendre note de ce que le maître de stage lui dit, le mettre comme trace dans son portfolio et réfléchir sur ce que le maître de stage lui a dit. Et donc le maître de stage, sans que ça lui prenne du temps, devient un acteur du portfolio de l'étudiant. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question de le dire comme ça. Tout à fait. Une question que je me pose, et j'ai honte de me la poser, mais l'échec est envisageable? Parce que imaginons que ça se passe vraiment pas bien et que le gamin soit capable d'avoir un regard réflexif, mais du point de vue du maître de stage, il est juste pas prêt. Et donc je me pose la question du rapport entre, pas moi en tant qu'enseignante, mais forcément du point de vue du maître de stage, qui va se dire, et alors quoi, si on sait juste réfléchir à ce qu'on fait, ça suffit. Et donc je me pose la question de
de la possibilité pour le maître de stage de pouvoir valoriser aussi ce qui a été fait très concrètement et la réactivité en classe et pas seulement le retour réflexif en haute école. Ah, mais alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je vous parle de réflexivité parce que c'est le sujet ici, mais je ne dis pas que la réflexivité, c'est la seule chose à évaluer. Hein. Nous, quand on fait l'évaluation par compétences telle qu'on la pense, nous, dans les cours qu'on donne, c'est en fait, on évalue deux volets. C'est ce qui s'est passé, donc ce que le stagiaire a fait, donc sa performance, on l'appelle comme ça. Hein, c'est pas pour avoir un vocabulaire d'entreprise, hein, mais c'est vrai, c'est pour désigner ce qu'il a fait effectivement, comment il a agi. Et deuxièmement, la réflexivité qui pose dessus. Mais c'est les deux ensemble qui sont importants, hein, d'accord? C'est pas juste la réflexivité. Donc, effectivement, si en stage, l'étudiant fait n'importe quoi, d'accord? C'est rare, mais on peut imaginer. L'étudiant fait n'importe quoi, mais qu'il est capable de bien comprendre qu'il a fait n'importe quoi et de l'expliquer pourquoi. Ben, il a réussi, entre guillemets, la volet réflexivité, mais pas le volet performance. Et on peut considérer qu'il doit réussir les deux pour, ou au moins performance, c'est à vous de voir un peu le genre de choses que vous voulez y mettre, mais on peut considérer qu'il n'a pas réussi un des deux volets, même s'il est réflexif, et on peut valoriser la capacité réflexive. Mais voilà, nous, on considère qu'il y a les deux volets. Maintenant, voilà, c'est quand même rare, enfin, de mon expérience, un étudiant qui rate complètement, et c'est de sa faute, je veux dire qu'il est incompétent, mais qui est capable d'être bien réflexif dessus. Ça, c'est quand même assez rare. Ce qui arrive parfois, c'est effectivement une situation qui ne se passe pas bien, mais l'étudiant ne voulait pas que ça se passe comme ça. Il a été pris par d'autres choses, etc. Et donc, ça montre que même si ça ne s'est pas bien passé, ce n'était pas forcément, entre guillemets, de sa faute, ou en tout cas, il s'est rendu compte directement que ça posait problème. Et donc là, la réflexivité est intéressante pour ça. Et nous, ce qu'on fait dans ce genre de cas, c'est qu'on donne, on va reprendre des infos sur l'étudiant, on va aller faire une seconde visite de stage, comme ça se fait parfois dans certaines formations, des choses comme ça. Donc, il ne faut pas du tout mettre de côté l'autre volet, hein, d'accord? C'est juste que la réflexivité va être vraiment un volet complémentaire pour comprendre. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qui compte. Voilà. C'est très clair, merci. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Alors, il y a des réactions dans le chat, hein, peut-être si certains veulent réfléchir à une question, mais je peux peut-être prendre les réactions qu'il y a dans le chat. Oui, vraiment, l'idée des petits pas, là, d'y aller progressivement, faites-le. Hein. Franchement, moi, c'est un laboratoire, la formation est votre métier, donc ça ne sert à rien de se mettre déjà des choses invivables sur le dos. Essayez des petites choses, prenez le temps de réfléchir dessus en équipe, voyez comment ça se passe, voyez comment vous pouvez élargir si ça se passe bien et des choses comme ça. Allez-y par petits pas, quoi. Testez, c'est ça qui est important. Hein. Ça va, et donc ouais, utiliser des outils simples, hein, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce que je vois d'autre un outil que j'envisage bien aussi pour soutenir la construction d'un TFE reposant sur un témoignage. Ah oui, ok, super. Oui, ben voilà, c'est vraiment ça l'idée. Mais vraiment, c'est deux volets, hein, des traces de ce qui s'est passé ou des témoignages sur ce qui s'est passé, et puis de la vision de l'étudiant, des choses comme ça. Il n'y a pas d'autres questions? Ça vous a semblé... Ah, si, pardon, il y en a une. Bénédicte, oui? Oui, moi, j'avais juste une question, mais j'ai été déconnectée, donc elle a peut-être été déjà Ok. posée, je ne sais pas. C'est par rapport au temps que prennent les interactions dont vous parlez, parce qu'en effet, ici, je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps de demander aux étudiants de consigner. Alors, je pense au temps que les étudiants vont prendre dans cette activité d'écriture et de consigner toutes ces informations, mais aussi au temps que ça va prendre pour les profs d'interagir via cet outil. Alors, c'est clair que ça peut être chronophage. Ça, c'est vraiment clair. Mais, enfin voilà, c'est pour ça en fait que je disais justement à la fin, faites en fonction de vos opportunités et vos contraintes. Je pense que pour la question du temps, il faut sans doute pas trop cibler des choses, je veux dire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il faut peut-être pas, sans doute pas demander aux étudiants de vous rendre des trucs de 30 pages, des choses comme ça. Je veux vraiment quelques pages, même 3-4 pages, 4-5 pages, ça peut être ça un portfolio, c'est en fonction du temps que vous avez, et il peut y avoir des choses très très riches là-dedans, mais voilà, il faut cibler, il faut cibler certaines choses, ça ne serait pas à faire un portfolio. Oui, parce que bon, je l'ai vécu moi-même, hein, parce que je leur ai demandé de faire un Padlet avec leur projet professionnel.
Et j'utilisais, puisque le Padlet le permet, la fonction commentaire sur les différents posts qu'il mettait sur le Padlet, mais c'est chronophage. Mhm. Oui, non, mais bien sûr, c'est pour ça qu'il faut cibler. Mais ce que je voulais dire, Pour il y a d'autres l'évaluation, posts. extrêmement Ah oui, compliqué. alors pour l'évaluation, ce qui se passe, à nouveau, c'est l'idée de cibler, mais par exemple, l'évaluation dans l'exemple que je vous ai montré ici enfin bref, l'exemple de l'étudiant là, avec son portfolio, ce qu'il leur est proposé, dans l'évaluation, c'est de sélectionner une ou deux compétences, et le portfolio tourne autour de une ou deux compétences. Ça ne fait pas tout, d'accord, mais il y a les autres cours aussi pour ça. Ça peut faire partie par exemple, dans une UE de faire sur tout. Donc, il faut sélectionner ce qui est plus central dans votre formation, d'accord? Et c'est vraiment quelque chose qui est très central. Essayer d'aller voir ce sur quoi le portfolio. Et sur d'autres choses, ça va être d'autres types d'évaluations qui vont intervenir. Ça, c'est une chose. La deuxième, comme je disais, c'est la longueur de ce que vous attendez. Voilà, entraîner les étudiants à ce qu'en je sais pas moi, en 4-5 pages, il y a déjà des choses intéressantes à dire, que ce soit lisible pour tout le monde. Faites-le en équipe aussi, répartissez-vous le travail, des choses comme ça. Enfin, ça, c'est plusieurs choses. Ça, c'est pour l'évaluation. Si vous n'êtes pas dans une logique d'évaluation, les autres possibilités que vous avez aussi, et ça a été dit dans le chat d'ailleurs, c'est de ne pas tout lire. D'accord? Demandez à l'étudiant d'écrire, vous allez dire, je lirai des choses, pas tout. Je ne sais pas encore quoi, mais j'irai lire des choses dans ce que vous faites. Éventuellement, je vous mettrai en duo et je vous ferai lire des choses de l'autre et des choses comme ça. D'accord? Vous ne lisez pas tout, vous ne faites pas forcément plein de retours individuels. Vous lisez par exemple plusieurs portfolios, vous faites un retour global sur le genre de choses qui se dit en stage, le genre de blocage qu'ils ont, des choses comme ça, qui se disent pardon, dans l'ensemble. Donc voilà, il faut cibler, réduire à certaines choses, sélectionner. Voilà, c'est un peu ça pour que ça reste viable, quoi. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, évidemment, je sélectionnais, donc il y avait 10 points à traiter, je leur disais j'en sélectionne 5 sur les 10, sans que je leur dise quels sont les 5 points. Ah, vous avez coupé votre micro, c'est possible en même temps? Je ne vous entends plus. Bénédicte? Oui, pardon, j'avais oublié de remettre mon micro. Je disais, c'est déjà ce que je faisais, sélectionner des points. Donc, ils avaient 10 points traités, j'en en lisais que 5 sur les 10. Ouais. Mais alors, le problème aussi, c'est l'évaluation en elle-même, parce qu'on utilise maintenant cet outil pour les évaluer. Mais du coup, c'est compliqué de mettre une cote pour traduire finalement des impressions qu'ils ont. Et par ailleurs, moi, je pense que ce qui est difficile aussi, c'est que si on veut vraiment savoir si les interprétations qu'ils font sont les bonnes, c'est souvent en contexte, c'est-à-dire en allant les voir en stage, qu'on se rend compte si ils ont fait les bonnes interprétations. Donc, moi, je suis formatrice de futurs instituteurs primaires et évidemment, le questionnement dont vous nous avez fait part aujourd'hui, il n'est pas nouveau, ça fait quand même longtemps qu'on parle de ça, mais lorsqu'ils donnent des interprétations, on voit que parfois, ils sont dans l'erreur, ils font des hypothèses, mais clairement, ce qui nous permet de vérifier que leurs hypothèses sont les bonnes, c'est en allant les voir en stage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors oui, je comprends bien, mais oui, sauf si vous leur faites, vous réfléchissez avec eux ce que c'est qu'une bonne trace. C'est ce que les auteurs ici vous répondraient, c'est qu'une bonne trace, alors ils ont même des critères dans le bouquin, je vous le montre ici. Attendez, il faut que j'enlève j'essaie de le montrer quand même, voilà. Donc c'est comment mettre en œuvre une approche par compétence dans l'enseignement supérieur, dans le supérieur, pardon. C'est une couverture bleue comme ça, c'est chez Debook. Eux, ils vous diront, mais en fait, on a des critères, c'est ce que c'est qu'une bonne trace. Il faut qu'on voit beaucoup de choses, qu'elles soient décrites, on peut la contextualiser, etc. Donc, évidemment, alors, pas que les voir en stage, ça permet le portfolio qu'ils ramènent des situations spécifiques dans leurs documents et qu'on ait suffisamment pour comprendre à quoi ils font référence et si leur interprétation, je dirais pas est bonne parce qu'on peut avoir plusieurs bonnes interprétations, mais à minima, leur interprétation correspond à la compétence qu'on veut évaluer chez eux. Donc voilà. Maintenant, je sais bien que c'est difficile, hein. Je dis pas que c'est facile du tout, hein. Ça demande un travail d'équipe, ça demande de se donner quand même un critère sur le genre de processus réflexif qu'on attend pour montrer qu'il y a une compétence, le genre de trace, ce genre de choses.
de voir s'il doit y avoir des références théoriques ou pas, si on évalue la manière dont la référence théorique est mobilisée, si la situation est bien décrite comme elle est, ce genre de choses. C'est pas facile, c'est pas ça que je dis. Mais cette logique, si les traces sont bien pensées, les commentaires sont bien pensés, il y a moyen, et qu'il y a un référentiel explicitement associé à ça, il y a moyen quand même d'aller faire des choses, quoi. Mais bon, voilà, je sais que c'est pas super facile. Sur la charge de travail, je voulais juste revenir là-dessus. Je pense aussi que si on veut vraiment faire un portfolio qui fonctionne, il faut libérer de la charge de travail. On ne peut pas demander ça. Si vous ne faites pas de portfolio et que vous demandez juste en plus de portfolio, ça, donc, voilà. Mais je sais que ma réponse n'est pas très satisfaisante. Ben, je n'ai pas entendu en fait parce qu'on a été coupé, mais c'est pas grave. Ah, vous avez rien du tout? Non, mais la dernière par rapport à l'aspect énergivore. Ah oui, par rapport à la charge de travail. Oui, oui, mais c'est une petite chose, mais c'est un peu à part, hein. Mais je disais sur la charge de travail, ce qu'il faut sans doute prendre en considération, c'est que si vous avez déjà vos cours qui sont faits et que vous ne faites pas de portfolio, l'idée, c'est pas juste d'ajouter un portfolio à tout ça, mettre la place pour le portfolio. C'est une manière aussi de rendre de réduire l'aspect chronophage, c'est de se dire que voilà, peut-être des temps d'AFP ou des temps de pédagogie générale, j'en sais rien, dans votre cas, hein, seront alloués à la rédaction du portfolio et l'accompagnement du portfolio, quoi. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Voilà. Est-ce que ça répond quand même un peu à votre question ou pas du tout? Oui, oui, mais bon, je sais que c'est dur. Ouais. Voilà, ma crainte, c'est qu'on soit qu'on accentue encore ce côté gratte-papier, si je peux résumer. Ah oui. Ouais. C'est pour ça. Alors pour ça, ouais. Dont les enseignants se plaignent déjà beaucoup. Ouais, dont les enseignants se plaignent déjà beaucoup. Mais je reviens sur cette idée de peut-être de cibler. Hein. L'idée, c'est pas de faire plus, hein, peut-être de mieux cibler ou de ce genre de choses, de faire mieux plutôt que plus, ou d'aller voir d'autres formes aussi de réflexivité, hein, de s'enregistrer, de faire de l'accompagnement réflexif, ce genre de choses. Oui, mais l'enregistrement, le problème, c'est qu'il faut des autorisations. Donc, ça aussi, c'est compliqué parce que nous aussi, on leur demande d'enregistrer, mais il faut aussi des autorisations des parents pour filmer les enfants dans les classes. Enfin, bon, il y a d'autres problèmes, hein, liés à ça. Ils font comme ça se fait dans certaines écoles, c'est enfin voilà, demande d'autorisation d'office dans les écoles de stage et les parents qui disent non, les enfants sont hors champ. Enfin ça, c'est chiant, mais il y a moyen de le faire. Mais moi, ce que je voulais dire dans s'enregistrer, c'est l'étudiant s'il veut pas tout le temps écrire, c'est comme la collègue proposait tantôt, l'étudiant qui s'enregistre son commentaire réflexif et oral, quoi, si vous voulez, c'est ça que je voulais dire par enregistrement. Enfin voilà. Mais voilà, je sais que ça ne résout pas tout. Je suis bien désolé. Claire, ouais. Oui, bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai une question, mais qui est super pratique, je vais dire. Donc, tu proposes de travailler avec un traitement de texte genre Word. Et je me demandais un peu, même si, à mon avis, tu vas me répondre que les deux sont possibles, mais surtout d'avoir ton expérience. Est-ce que s'il y a plusieurs travaux, mais qui tournent toujours autour d'une même compétence, et éventuellement plusieurs travaux qui sont aussi étalés sur plusieurs années, est-ce que du coup, c'est mieux d'avoir un seul fichier où ils implémentent toujours et que ce soit un fichier portfolio, ou alors, pour éviter que ça parte un peu en vrille dans ce fichier, d'en avoir peut-être plusieurs, mais qui sont chaque fois répertoriés dans un même endroit? C'est très pratique. Hein, c'est pour la ouais, non, mais c'est une vraie question. Hein, donc, c'est une réalité. Donc, voilà, moi, je pense que pédagogiquement, les deux peuvent fonctionner. D'accord. Ce qu'il faut, c'est voir un petit peu si, si on recourt à différents outils, si ça marche d'un point de vue ergonomique. Souvent, les principes pratiques qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est et simplifier les interfaces. Donc, si vous utilisez plus d'outils différents, il faut s'assurer que c'est clair pour les étudiants dans l'usage technique, et deux, qu'ils vont vous sortir une production qui sera claire pour vous. C'est-à-dire que s'il y a, je sais pas moi, si les vidéos sont mises ailleurs, par exemple, il faut que vous compreniez bien à quelle vidéo, à quelle trace il fait référence à tel moment, et ce genre de choses, quoi. Donc, les deux sont possibles, mais il faut voir avec vos étudiants sur ces deux volets-là. Est-ce qu'ils vont avoir facile à utiliser? Est-ce que le produit fini sera clair pour vous?
C'est un peu ces deux choses-là. Et honnêtement, pour vous donner une réponse plus simple que ça, si vous savez tout faire sur un seul fichier, faites tout sur un seul fichier. Un traitement de texte, en l'occurrence, si vous avez, j'en sais rien, moi, si je dois revenir sur une image, par exemple sur des photos, ben, il insère les photos, puis le commentaire texte à côté, puis on passe à la suite du portfolio. Dans la manière de l'agencer, ça peut être très clair aussi. Donc voilà, moi j'aurais tendance à dire, si vous savez le faire comme ça, limitez-vous à ça, mais si vous avez besoin de faire autrement, alors veillez à bien expliquer le système aux étudiants, à bien leur montrer le genre de choses que vous attendez à la fin et ce qui doit être bien clair, etc. Quoi. Nommer les fichiers, les référencer, ce genre de choses. Voilà. D'autres questions? On arrive bientôt à l'heure, mais on a encore un peu le temps. Je vois que certains doivent y aller, mais merci à vous d'avoir participé, ceux qui doivent y aller. Je ne sais pas si ceux qui sont là ont encore une question ou l'autre. Non. Est-ce que vous pouvez me dire très très sincèrement dans la conversation si c'est le genre de choses qui vous est utile, ce genre de séminaire ici là comme ça? Autre ça, ou au contraire, c'est bien d'avoir des petits insights comme ça de temps en temps. Voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, m'en fiche. Hein, moi, c'est juste vraiment voir un petit peu comment on peut améliorer ça par la suite. Ok, chouette. Bon, évidemment, et ça se voit un peu dans bien les gifs. Ça se voit un peu dans les questions qui se posent ici, c'est que ce genre de petites choses fondamentales appelle plein d'autres questions. D'accord? Donc ici, c'est pour donner vraiment des pistes de réflexion. Donc voilà, c'est logique que ça se passe comme ça. Si vous voulez aller plus loin sur ces questions-là, vous pouvez faire appel à nous pour une formation, enfin une session de formation de journée, un moment de réflexion en équipe. Moi, ça fait plusieurs fois maintenant que je travaille, il y en a certains que je vois ici d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je travaille avec des équipes dans un ça marche bien. Donc voilà, donc évidemment ici ça ne peut être que général et fondamental. Voilà. Bon, bah, si pas d'autres questions, je vous remercie tous pour votre participation. On était une 70aine aujourd'hui, donc voilà. À une prochaine, on vous tient au courant pour tout ce qu'on fait d'autre, et vous êtes toujours les bienvenus, ça c'est sûr et certain, et c'est toujours gratuit. Voilà, bonne soirée à tous.